Malheureusement, il n'est pas rare que les enfants soient confrontés à des relations familiales défavorables. Parfois, la situation s'aggrave au point qu'un adolescent est forcé de se défendre, ce qui entraîne des conséquences tristes. On pourrait penser qu'après cela, un nouveau chapitre de la vie devrait commencer. Mais que se passe-t-il si la même chose se répète avec le second parent ? Lorsqu'une histoire désagréable se répète 2 fois, une question légitime se pose. S'agit-il vraiment d'une coïncidence aléatoire de circonstances et d'autodéfense nécessaires ? Ou y a-t-il quelque chose de plus grave derrière ces incidents, un plan prémédité ? Car la frontière entre la défense et l'action délibérée peut être très mince, surtout lorsqu'il s'agit d'un adolescent qui a traversé des moments difficiles. Le 14 février 2023, dans le comté de Lincoln, État d'Oklahoma, États-Unis, le jeune Colin Griffith, âgé de 15 ans, a appelé le numéro d'urgence 911. Il a signalé que quelque chose d'irréversible était arrivé à son père, Charles Griffith, âgé de 43 ans. Les officiers arrivés sur les lieux ont trouvé l'homme dans un état critique, avec des blessures par balles. Malgré les efforts des médecins, il n'a pas été possible d'aider Charles. Colin a raconté qu'un autre conflit sérieux avait eu lieu entre eux, comme cela se produisait régulièrement dans leur famille. Cette fois, la situation a échappé à tout contrôle lorsque le père a acculé le fils dans un coin et a brandi un objet de cuisine tranchant. Selon le témoignage du jeune homme, il a été contraint de se défendre et, dans la chaleur de la dispute, a utilisé la violence contre son père, insistant sur le fait qu'il agissait exclusivement en légitime défense. L'adolescent a été immédiatement emmené au poste pour témoigner. Étonnamment, Colin se comportait de manière très calme et froide, décrivant en détail sa version des événements. Son récit semblait crédible, et le jeune homme a été temporairement relâché. Cependant, au cours de l'enquête, des preuves contredisant les déclarations initiales du jeune homme se sont accumulées. Bientôt, Colin Griffith a été convoqué à nouveau pour un interrogatoire afin de clarifier les incohérences identifiées. Réalisant que les forces de l'ordre doutaient de ses paroles, l'adolescent a soudainement refusé de continuer à coopérer et à exiger un avocat. Le jeune homme a été placé en détention avec la possibilité d'être libéré sous caution de $50 000. Cette somme a été immédiatement déposée par sa mère Catherine, après quoi le jeune homme a été renvoyé chez lui. La femme a expliqué qu'elle avait divorcé de Charles, le père de Colin, il y a longtemps. Entre les ex-conjoints, une longue bataille faisait rage pour la garde de l'enfant. Le fils avait déjà déménagé chez son père en 2019, 4 ans avant l'incident, ce qui est immédiatement devenu source de problèmes graves. Charles entravait de toutes les manières possibles le contact entre la mère et le fils. Ils ne parvenaient que rarement à se parler au téléphone. Lors d'un de ces appels, Colin a raconté à Catherine que son père lui avait interdit d'aller à l'école, ne le laissait pas sortir de la maison et l'isolait complètement du monde extérieur. Selon les affirmations de Catherine, l'enfant était pratiquement en captivité dans la maison du père ces 4 dernières années, soumis à une pression psychologique constante et même limitée dans son alimentation. Il ne lui était permis de se nourrir qu'1 fois par jour. Les enquêteurs ont étudié les documents relatifs à la procédure de divorce. Pendant les années de vie commune, Charles a régulièrement manifesté un comportement malsain envers Catherine. Elle s'est adressée plusieurs fois aux forces de l'ordre, mais sans réponse. Lorsque Colin a grandi, le mari a commencé à faire pression sur la femme et a suggéré de lui retirer la garde, ce qui l'a obligée à supporter un traitement inacceptable. Quand la patience de Charles s'est épuisée, Catherine a perdu la possibilité de rencontrer Colin. En fait, le couple a élevé 2 enfants. L'aîné est né en l'an 2000, donc à ce moment-là, il était déjà indépendant, vivait séparément et n'était pas impliqué dans le litige concernant la garde.
Officiellement, le mariage a été dissous en mai 2020. Depuis août 2022, la mère tentait d'obtenir la garde exclusive car l'ex-mari empêchait tout contact avec l'enfant. Comme Colin l'a lui-même raconté, le père noircissait constamment l'image de la mère pour exclure complètement leur communication. Catherine a présenté au tribunal des documents confirmant que son ex-mari entravait le contact avec l'enfant. Dans un effort pour prouver sa légitimité, elle avait besoin de confirmation. Notre héroïne a contacté l'enseignante qui s'occupait de l'éducation à domicile de son fils. La pédagogue a confirmé l'existence de problèmes dans la famille de Colin. Lorsque des questions ont été soulevées par les représentants de la loi, Charles a affirmé qu'il avait limité le contact du fils avec la mère après qu'elle ait averti de possibles dommages pour elle-même. Il l'a caractérisée comme dépendante de l'alcool et de substances interdites et considérait donc les restrictions de contact avec la mère problématique comme nécessaires pour le bien-être de Colin. Charles avait même des preuves de la façon dont Catherine s'était une fois fait passer pour une personne étrangère sur Discord pour contacter Colin. La mère l'a exhorté à quitter la maison de Charles, mais l'homme a insisté sur le manque de fondement de toutes les accusations. Malgré de nombreux témoignages de comportements inappropriés de la part de Charles, Colin a été accusé d'un incident du premier degré avec le père. Environ un mois plus tard, le procureur a annoncé qu'il ne pouvait pas recueillir de preuves convaincantes de la culpabilité de l'adolescent dans l'incident délibéré avec l'homme. L'impression était que le jeune homme agissait pour sa propre protection contre un père dangereux et instable. Le jeune homme a été acquitté. En mars 2023, Catherine a récupéré la garde de son fils. Il était sous surveillance à domicile et devait porter un bracelet de surveillance électronique. Après la réunion tant attendue, la mère heureuse a commencé à partager des moments sur les réseaux sociaux. Initialement, elle a publié une collection de photos liées à Charles, se terminant par une image de son lieu de repos. La femme a avoué qu'elle ne regrette pas la séparation de cet homme, mais est triste de ne pas avoir mis fin à la relation plus tôt. Progressivement, Colin a commencé à se remettre des traumatismes émotionnels et à revenir à une vie normale. Environ 6 mois après ces tristes événements, un appel est arrivé au bureau du shérif pour vérifier la maison des Griffith. L'officier arrivant a rencontré un jeune homme agité. Celui-ci a affirmé que la mère l'avait intimidé puis lui avait remis une arme à feu pour que le fils la pointe vers la mère. Sur cette base, le jeune homme soupçonnait d'éventuels problèmes de santé mentale de la mère. En conversation avec les agents de patrouille, la femme a déclaré que les accusations étaient fausses. Selon ses mots, Colin était simplement en colère parce que la mère avait confisqué son téléphone et ses écouteurs en raison de ses mauvaises performances. Catherine a tenté de justifier le comportement de son fils en expliquant qu'il avait probablement développé un trouble de stress post-traumatique. Selon elle, la raison pourrait avoir été l'isolement de 3 ans de la société lorsque le garçon vivait avec son père biologique, ainsi qu'un incident grave avec le père, après lequel l'état émotionnel de l'adolescent est devenu extrêmement instable. À cette époque, la loi Baker était en vigueur en Floride, selon laquelle les personnes présentant des signes de troubles mentaux graves étaient admises dans des établissements spéciaux pour évaluation. Selon cette loi, un patient pouvait être retenu pendant 72 heures pour un diagnostic complet. Pendant cette période, les spécialistes déterminaient si la personne avait besoin d'un traitement plus long sous surveillance. Le jeune homme a été admis dans un centre pour mineurs conformément à cette loi. Le personnel de l'établissement a documenté des déclarations inquiétantes de Colin. Il a dit qu'il se ferait du mal ou en ferait à sa mère s'il retournait à la maison. En parlant aux enquêteurs, Catherine a révélé que son fils avait consulté un psychothérapeute pendant tout le temps qu'il avait vécu avec elle. Cependant, en parlant avec le spécialiste, il s'est avéré que Colin avait intimidé le médecin,
le menaçant de désagréments s'il posait un diagnostic sérieux qui pourrait conduire à une hospitalisation. Par conséquent, au lieu des problèmes réels, le psychothérapeute n'a diagnostiqué que des troubles mineurs et prescrit des tranquillisants légers. Après avoir pris connaissance de cette information, il a été décidé de garder Colin sous observation psychiatrique pendant 5 jours supplémentaires au lieu de 72 heures. Le personnel médical était d'avis qu'il n'était pas sûr de libérer le jeune homme. Néanmoins, après 1 semaine, le garçon a été ramené à sa mère. Directement dans la voiture, Colin a mentionné l'incident avec son père et a dit qu'il n'hésiterait pas à répéter quelque chose de similaire. Effrayée, Catherine a commencé à chercher une clinique appropriée pour le traitement à long terme de son fils. Malheureusement, de tels établissements en Floride étaient saturés et la recherche nécessitait du temps. Malgré les difficultés, Catherine a finalement réussi à trouver une clinique psychiatrique spécialisée prête à accepter l'adolescent. Colin y a été envoyé pour thérapie pendant les mois suivants. Mais le jour de son retour chez sa mère approchait inexorablement. Après 2 mois, en novembre 2023, Colin, âgé de 15 ans, est rentré à la maison. 2 jours plus tard, un appel d'urgence a été reçu au numéro 911. Cette fois, c'est la grand-mère maternelle de l'adolescent, Suzanne, qui a contacté les forces de l'ordre. La femme a rapporté que pendant un dîner de famille, le jeune homme s'était levé de façon inattendue, avait saisi sa mère et exercé une violence physique. Face aux officiers arrivés, Colin a de nouveau affirmé avoir agi en légitime défense, comme dans la situation avec son père. La grand-mère a fermement contredit cette version. Elle a confirmé avoir personnellement observé comment son petit-fils était devenu agressif en premier. Selon ses mots, la raison était l'interdiction des jeux vidéo en raison de problèmes scolaires, ce qui a provoqué une forte réaction négative chez l'adolescent. Colin a été arrêté pour le conflit domestique, mais a rapidement été libéré. Au poste de police, il a continué à parler de se faire du mal ou d'en faire à sa mère. Le jeune homme semblait désorienté, refusait de rentrer chez lui et affirmait qu'il ne se sentait pas en sécurité près de Catherine. Colin décrivait sa relation avec sa mère comme une confrontation constante, soit fuir, soit se défendre. Malgré cela, ils ont recommencé à vivre sous le même toit en février de l'année 2014. Une ordonnance de protection spéciale s'appliquait contre Colin, régulant son interaction avec sa mère dans l'environnement domestique. Une telle ordonnance était l'équivalent domestique d'une restriction judiciaire de contact visant à contenir des situations potentiellement problématiques entre personnes partageant un espace habitable. La question de l'efficacité de telles mesures dans les conditions d'une communication familiale étroite restait ouverte. Le 14 février 2024, Colin, âgé de 16 ans, a cherché refuge dans la maison de sa grand-mère après avoir quitté l'appartement maternel, mais a été rapidement retrouvé et devait être remis sous la garde de sa mère. Au département de protection de l'enfance et de la famille, l'adolescent a de nouveau exprimé des intentions de nuire à Catherine ou à lui-même. Malgré cette circonstance, ils ont repris la vie commune dès mai, après une période d'internement forcé du jeune homme dans une clinique psychiatrique. Dans cette phase de sa vie, le jeune homme a terminé sa scolarité et prévoyait d'aller à l'université. Pour faciliter ce processus, sa mère lui a offert une nouvelle Volkswagen d'une valeur de 26 000 $. Sur ses réseaux sociaux apparaissaient régulièrement des photos capturant des moments heureux de voyage avec son fils. Malheureusement, la prospérité extérieure n'était qu'une façade. L'atmosphère familiale devenait de plus en plus tendue et une solution favorable à la situation devenait improbable. Après 7 mois, le 8 septembre 2024, Colin Griffith, maintenant âgé de 17 ans, s'est rendu au poste de police local.
le jeune homme a signalé un conflit avec sa mère dans la maison de la grand-mère et a allégué que la femme l'avait attaqué avec un ustensile de cuisine. Selon ses dires, pendant la lutte, Catherine serait accidentellement tombée sur un objet tranchant et aurait subi une blessure grave. Ce jour fatidique, Colin était avec elle dans la maison de la grand-mère. Les adjoints du shérif arrivés ont trouvé un jeune homme dont les vêtements étaient couverts de taches sombres, tout en affichant un sang-froid étonnant. Il a répété la version de la légitime défense nécessaire et a nié sa participation à l'incident. Il est notable que plusieurs voisins habitant à proximité ont signalé des étrangetés dans le comportement du jeune homme. Colin est arrivé à la maison de la grand-mère quelques jours avant l'incident et la mère est apparue plus tard. Presque toute la journée, les bruits de la dispute entre eux ont résonné dans les environs. Environ une demi-heure avant le moment critique, des voisins ont observé le jeune homme traînant sa mère par les cheveux vers la maison. La femme pleurait et demandait sa libération, mais ne pouvait pas échapper à l'emprise de son fils agressif. 2 jours auparavant, Colin avait de nouveau quitté la maison maternelle après une dispute sur les corvées domestiques. Le jeune homme refusait de les accomplir, ce dont Catherine se plaignait auprès d'amis et de parents sur les réseaux sociaux. La grand-mère était absente à ce moment-là et n'a donc pas pu être témoin des événements, ce qui l'a peut-être préservé des désagréments. Colin a passé 2 jours tranquilles, seul dans sa maison, jusqu'à ce que sa mère apparaisse. Quelques heures après l'incident, la vieille dame devait revenir de son voyage. Peu avant son retour, des experts criminels ont rempli la maison. Une enquête approfondie sur les circonstances de l'incident a commencé. Parmi les preuves, l'arme du crime avec des traces de fluide biologique a été trouvée. À l'origine, la grand-mère ne doutait pas de la culpabilité de son petit-fils. Curieusement, sa position a radicalement changé plus tard. Des représentants du parquet soupçonnaient que le jeune homme avait déformé les faits. Malgré son jeune âge, le procureur a insisté pour juger le jeune homme comme un adulte et imposer une longue peine de prison pour protéger la société. Dans les jours précédant l'incident, Catherine, âgée de 39 ans, communiquait activement avec des amis sur ses pages de réseaux sociaux, principalement au sujet du comportement de Colin. La femme décrivait son fils comme complètement hors de contrôle et considérait sa présence si problématique qu'elle ne voulait pas le sortir de la maison de la grand-mère. Elle admettait son épuisement face à ses actions et exprimait de sérieuses inquiétudes pour son bien-être. Le médecin légiste a constaté chez Catherine une blessure grave qui ne correspondait en aucun cas à une blessure accidentelle. Selon l'expertise du spécialiste, l'impact a été exécuté avec une telle intensité qu'il a complètement pénétré. La version d'un accident avec chute spontanée sur un objet tranchant a été totalement écartée. Le cas de Catherine a été classé comme un acte délibéré. Après cette découverte, les enquêteurs de l'Oklahoma ont également douté de l'exactitude des conclusions précédemment tirées concernant l'incident avec le père du jeune homme. Un des anciens connaissances de Catherine, un homme nommé Robert, a publié un enregistrement vidéo intéressant. Dans les 24 heures suivant l'incident avec l'ex-petite amie, l'homme a enregistré une vidéo sur ses impressions de la connaissance avec elle et son fils. Il a rencontré Catherine et Colin plusieurs fois et a été surpris de la façon dont le jeune homme maîtrisait les compétences d'autodéfense malgré son âge. Colin maniait magistralement différents types d'armes et possédait des compétences de combat rapprochées que, selon ses dires, son père biologique lui avait transmises de son vivant. L'homme a également remarqué de nombreuses particularités psychologiques chez le jeune homme. Robert supposait que c'était l'héritage de son père. Il décrivait Catherine comme une femme assez inhabituelle, mais croyait qu'elle n'était capable ni d'actes agressifs envers son fils, ni d'un départ volontaire. Les représentants des forces de l'ordre de cette ville connaissaient bien Colin.
Compte tenu des épisodes connus, certains caractérisèrent le garçon comme un psychopathe clinique. Catherine était décrite comme une mère attentionnée mais quelque peu imprudente, qui a payé pour son affection sans limite envers son fils. Après ces événements, une conférence de presse a eu lieu. Déjà à ce moment, les enquêteurs ont réalisé que Colin ne montrait aucun signe de remords pour ce qui s'était passé. Il ne pleurait pas du tout la perte des personnes les plus proches, père et mère. Le plus inquiétant était l'indifférence et le calme dont il faisait preuve en traitant avec la police. Les enquêteurs ont parlé avec la grand-mère. La femme a confirmé que sa fille, depuis environ 1 an après l'incident avec Charles, se plaignait de la façon dont Colin exerçait une véritable pression émotionnelle sur elle. Les 2 femmes ressentaient de la peur en sa présence et ne se sentaient pas protégées. La grand-mère du garçon de 17 ans était convaincue qu'elle pourrait facilement être la prochaine si rien n'était fait. Les criminalistes qui ont examiné la scène du crime ont remarqué des contradictions importantes avec les déclarations de Colin. Dans la pièce, il n'y avait aucun signe de résistance. Le garçon insistait sur le fait qu'il était en conflit avec sa mère pendant une période prolongée, pas moins d'1 demi-heure, mais l'environnement suggérait qu'il avait simplement pris un objet tranchant et l'avait utilisé sans avertissement. Dans la maison, aucun signe de lutte n'a été trouvé. Le comportement inapproprié du garçon envers sa mère a été confirmé par des voisins qui l'ont vu montrer une agression physique. Personne n'a vu Catherine réagir avec agressivité. Les spécialistes qui ont analysé l'état et le cas de Colin sont arrivés à la conclusion qu'il souffrait de psychopathie. Selon les observations, de telles personnes sont capables de porter une sorte de masque de raison. Extérieurement, elles semblent assez normales, mais au fond, elles cachent de graves déficits émotionnels et des troubles du développement psychique. Ces personnes peuvent être cruelles et insensibles, montrent de la dominance, sont incapables de reconnaître les réactions émotionnelles chez les autres et ne montrent pas ces qualités elles-mêmes. C'est là que réside l'une des caractéristiques dangereuses d'un psychopathe, car il passera facilement un test de détecteur de mensonges, ce qui a causé à plusieurs reprises des difficultés dans l'histoire de la criminalistique. L'équipement réagit à l'expression des émotions, en particulier la peur, qui est absente chez le psychopathe. De plus, ils peuvent être impulsifs ou au contraire trop inhibés. Les experts qui ont été invités à ce cas et à l'analyse de l'état du jeune homme ont cité des exemples de psychopathes dangereux qui avaient donc commis de nombreux actes illégaux. Il était supposé que Colin Griffith pourrait suivre leur chemin si le jeune homme n'était pas arrêté à temps. Dans ce contexte, le procureur général de l'Oklahoma a déclaré que les circonstances du décès de Charles Griffith, à la lumière des nouveaux faits concernant Catherine, devraient être examinées plus attentivement. Les représentants des forces de l'ordre étaient convaincus que les incidents avec le père et la mère étaient des actes délibérés. L'affaire liée à l'incident qui s'est produit avec le père aurait pu être rouverte, cependant, des difficultés sont apparues. Le principal suspect avait soigneusement construit sa stratégie de défense. Tout a commencé par son appel au service d'urgence. Il a utilisé des expressions indéfinies, ne mentionnant même pas l'état de la mère, comme s'il n'était pas informé de la situation. En réalité, la femme avait subi une blessure si grave qu'elle a perdu beaucoup de fluide vital en quelques minutes. Cependant, son comportement a révélé ses véritables intentions. Lorsque les enquêteurs sont arrivés à la maison de la grand-mère de Colin et ont découvert l'adolescent avec des taches, il s'est comporté avec un sang-froid surprenant et a montré une incroyable maîtrise de soi, ce qui a stupéfié les observateurs. Colin Griffith, 17 ans, a été accusé d'un incident de premier degré avec sa mère. Le juge a décidé que le jury pouvait entendre parler de l'incident avec la mère, mais ce qui s'était passé auparavant avec le père ne pouvait pas être mentionné.
L'accusation a considéré cette restriction comme une distorsion substantielle qui empêchait le jury de comprendre la véritable nature de l'accusé. Le procureur a décrit en détail la relation problématique de l'accusé avec sa mère et a également souligné la situation familiale difficile dans laquelle la victime avait accusé son fils plusieurs mois avant l'incident. Des enregistrements et des preuves numériques ont également été présentés, montrant que Colin avait menacé à plusieurs reprises de nuire à sa mère. L'avocat a insisté sur le fait que Catherine était excentrique et imprévisible, souffrait de crises de colère, ce qui s'est également manifesté ce jour fatidique. Les témoins de l'accusation ont décrit le comportement de Colin comme sans émotion et distant, même excessivement. En particulier, l'enquêteur qui lui a parlé dans les 30 premières minutes après l'incident a déclaré que le comportement du garçon ne montrait absolument pas qu'il avait vécu la perte d'un être cher. Il est notable qu'aucune trace d'autodéfense n'a été trouvée sur l'accusé, bien qu'il ait insisté sur le fait que la mère était devenue agressive en premier. En même temps, des ecchymoses ont été découvertes dans la région abdominale de la femme. Parallèlement, on a trouvé sur lui une quantité considérable de fluide biologique de la victime. Le jeune homme a expliqué ces traces par sa tentative de porter les premiers secours à sa mère après sa blessure. Avant l'arrivée des ambulanciers, le répartiteur l'avait effectivement conseillé sur ces questions, mais il y avait un doute quant à savoir s'il essayait vraiment d'aider sa mère. Au tribunal, des agents des forces de l'ordre qui avaient déjà traité avec cet adolescent problématique ont témoigné, notamment dans le cadre d'une affaire antérieure, lorsque Colin a été accusé de troubler la paix familiale. Les enquêteurs savaient que l'accusé avait exprimé l'intention de nuire à sa mère et à sa grand-mère lorsqu'il était en traitement obligatoire. Lors du contre-interrogatoire, Colin a affirmé qu'il ne se sentait pas en sécurité à la maison et voulait même rester dans l'établissement correctionnel. Plusieurs officiers qui ont travaillé avec le garçon après l'incident domestique ont insisté sur le fait qu'ils ne l'ont ramené dans la famille qu'en raison des règlements. Beaucoup ont compris que cela pourrait conduire à de graves conséquences pour tous. Ceux qui connaissaient bien la famille ont décrit Colin comme un manipulateur et une personne au comportement destructeur. Il pouvait paraître amical, respecter tous ceux qui faisaient des cadeaux précieux, comme sa mère et sa grand-mère. Catherine l'emmenait en voyage, lui achetait des jeux vidéo, un téléphone portable et d'autres appareils, lui a procuré une voiture. Cependant, dès que le garçon entendait le mot « non » ou la demande d'aider dans la maison, il changeait fondamentalement et devenait vraiment agressif et imprévisible. Les spécialistes qui ont travaillé avec le jeune homme à la clinique psychiatrique ont diagnostiqué chez l'accusé un dédoublement de personnalité. Il parlait lui-même d'eux comme Colin Ier et Colin II, alors que le premier voulait simplement être sauvé, était un élève intimidé et effrayé. Le second montrait un comportement destructeur et était prêt à protéger le premier par tous les moyens, même en lui causant des dommages irréparables. Lorsque l'expert médical de l'accusation qui avait examiné l'état de la victime a témoigné, il a décrit en détail la blessure que Catherine avait subie. Le spécialiste médical a souligné que parmi tous les cas de sa pratique, il n'y avait pas un seul incident indépendant similaire, surtout un aussi inhabituel. L'expert a affirmé que pour une blessure aussi grave, une force considérable était nécessaire. Une personne ne pourrait pas se blesser ainsi simplement en tombant sur un objet tranchant. Tout indiquait des actions de tiers. Le grand-père maternel a entendu plusieurs fois son petit-fils exprimer des souhaits inquiétants envers sa mère et sa grand-mère. La fille s'est également plainte à son père que son fils les avait effrayés toutes les deux pas moins de 3 fois. Néanmoins, Catherine répétait qu'elle aimait son fils et voulait qu'il vive avec elle. Il est notable que le grand-père ait mentionné que Colin avait parlé spécifiquement de sa mère,
de comment il souhaitait qu'elle perde beaucoup de fluide vital. Cela correspondait au type de blessure subie. Étant donné la force appliquée sur Catherine, l'adolescent de 17 ans avait de fortes émotions négatives envers une personne proche. Lorsque l'affaire est passée à la défense, étonnamment, la grand-mère de Colin, Suzanne, est devenue témoin clé. La femme âgée a partagé de nombreux épisodes de comportements discutables de Catherine. Par exemple, une fois, elle a simplement oublié que son fils était en visite. Il y a eu plusieurs cas où Catherine a déclaré vouloir se faire du mal. La grand-mère a précisé que la fille irresponsable attendait son premier enfant à seulement 13 ans et a donné naissance à Colin à 22 ans. Catherine, selon sa mère, était tempéramentale et rompait parfois complètement le contact avec la famille. Selon elle, Catherine a avoué qu'elle exerçait de la violence contre Colin, le frappait avec une ceinture et le forçait à faire des exercices physiques. Il lui était difficile de se lever tôt et d'emmener son fils à l'école. La mère menaçait de prendre la console de jeu et le téléphone de Colin. Pour cette raison, l'adolescent devenait très en colère et voulait entrer dans une confrontation physique avec Catherine. La grand-mère a affirmé que depuis son incarcération, elle parlait au téléphone avec son petit-fils 3 fois par semaine. Elle soutenait la lecture de la Bible, les cours d'autodéfense, l'entraînement et agissait comme conseillère. Suzanne a insisté sur le fait que son petit-fils n'avait rien fait intentionnellement. La femme a dit plusieurs fois qu'elle ne souhaitait pas une longue peine de prison pour Colin. Le changement dans les déclarations de la grand-mère a surpris beaucoup. Avant, elle disait qu'elle avait peur de son petit-fils et qu'il l'effrayait. Et maintenant, elle transférait la responsabilité à Catherine. Elle a décrit les qualités négatives de sa fille avec tant d'enthousiasme que cela a sérieusement affecté l'argument de l'accusation selon lequel l'accusé ressentait de l'aversion pour sa mère. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le jury s'est retiré pour délibérer. Les arguments de la défense ont fonctionné. À leur retour, ils ont prononcé un acquittement. Ils ont décidé que Catherine était là volontairement et s'était blessée elle-même. Selon eux, elle avait provoqué son fils à un conflit au cours duquel un incident involontaire s'est produit. Les discussions n'ont pas cessé. Des questions sérieuses sont apparues concernant la situation avec le père de Colin, si c'était vraiment de l'autodéfense. Actuellement, Colin Griffith est en liberté et l'enquête concernant le père en Oklahoma se poursuit. Certains membres de la famille croient que si la situation avec le père avait été examinée plus en profondeur et si le procureur avait agi plus résolument, Colin aurait été isolé et la mère serait restée indemne. Maintenant, beaucoup sont inquiets. Surtout la grand-mère Suzanne, qui l'a soutenu au tribunal, mais envers qui il avait précédemment exprimé des intentions hostiles. Le 14 avril 2008, un lundi ensoleillé dans une banlieue calme et sûre de Cleveland, dans l'État de l'Ohio, s'est terminé pour les résidents par une terrible nouvelle. Amanda Lewis, 11 ans, avait disparu. Ce jour-là, Amanda a quitté l'école comme d'habitude vers 3 heures de l'après-midi et a pris le chemin de la maison. Seulement 2 pâtés de maison séparaient l'école de son domicile. Un trajet court et habituel qu'Amanda faisait quotidiennement seule et qui ne durait pas plus de 10 minutes. Mais ce jour-là, Amanda n'est pas rentrée à la maison. Les premières heures après sa disparition ont été cruciales, mais il y avait très peu d'informations. Les parents ont donné l'alerte après qu'Amanda ne soit pas apparue à la maison pendant une demi-heure. La police est arrivée rapidement et a immédiatement commencé les recherches. Un groupe de volontaires a été organisé pour fouiller les rues voisines, les cours et les bandes forestières à proximité. Cependant, aucun indice n'a été trouvé qui indiquerait où se trouvait Amanda. Le soir même, le sac à dos d'Amanda a été retrouvé au bord de la route, soigneusement posé sur le sol, comme si quelqu'un l'avait délibérément placé là avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des livres, des cahiers et des crayons. Aucun objet personnel ne manquait. Pas de saleté.
pas de traces de lutte. Tout cela a déconcerté les enquêteurs et suggéré qu'Amanda connaissait peut-être son ravisseur. Il y avait des témoins, mais leurs déclarations n'ont pas apporté de clarté. L'une des voisines, Elizabeth Cartwright, 72 ans, a affirmé avoir vu Amanda en compagnie d'un homme d'âge moyen, mais n'a pas pu reconnaître son visage. La femme se souvenait seulement que l'homme était vêtu de sombre et s'était penché comme s'il parlait à Amanda. Un autre témoin, le chauffeur du bus scolaire, a insisté sur le fait qu'Amanda marchait complètement seule. Les déclarations se contredisaient et ne faisaient qu'accroître l'incertitude. Les soupçons de la police se sont divisés dès le début en deux théories principales. La première concernait le beau-père d'Amanda, Robert Crane. On savait qu'il avait déjà eu des conflits avec la loi auparavant, et sa relation avec Amanda, selon les voisins, était tout sauf idéale. La deuxième théorie concernait le facteur local, Mark Foster. Foster avait été excessivement actif pendant les premières heures de recherche et avait pratiquement imposé son aide à la police et aux volontaires, ce qui rend toujours les enquêteurs méfiants. Cependant, les premiers soupçons se sont immédiatement portés sur le beau-père. Lorsque les techniciens de police scientifique ont découvert les empreintes digitales de Robert Crane sur le sac à dos d'Amanda, cela semblait être une preuve importante de son implication. La police a convoqué Crane pour l'interroger, mais il a affirmé qu'il avait simplement aidé Amanda à préparer ses affaires scolaires la veille au soir et qu'il ne l'avait pas vue depuis le matin, car il était parti travailler avant qu'elle ne se réveille. C'est à ce moment précis que l'enquête a pris un tournant brusque. Un appel anonyme reçu au commissariat tard dans la nuit a informé les enquêteurs qu'Amanda avait été vue le soir de sa disparition dans une voiture inconnue à la périphérie de la ville. La description de la voiture et du conducteur était extrêmement vague, mais l'appel a donné à la police des raisons de croire que le beau-père n'était peut-être pas impliqué. Les enquêteurs sont revenus vers le facteur. Le comportement étrange de Foster semblait encore plus suspect. Il était nerveux, s'embrouillait dans ses déclarations et ne pouvait pas bien expliquer pourquoi il voulait tant aider. Cependant, le plus troublant s'est produit le 3e jour après la disparition d'Amanda. Mark Foster ne s'est soudainement pas présenté au travail et n'est pas rentré chez lui le soir. Son téléphone était éteint et les voisins ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu depuis tôt le matin. On a bientôt découvert que Foster avait quitté la ville sans en informer personne, ce qui a considérablement renforcé les soupçons contre lui. Cependant, en examinant les détails et en recueillant des informations, les enquêteurs ont commencé à douter de l'évidence de sa culpabilité. Quelque chose dans les circonstances était étrange de manière indéfinissable. Pourquoi quelqu'un qui planifie un enlèvement attirerait-il volontairement l'attention de la police dans les premières heures de recherche ? Et pourquoi le beau-père réagissait-il si nerveusement aux questions des enquêteurs si son alibi était déjà presque confirmé ? La police était perplexe. Tout semblait logique et pourtant, aucune des théories ne fournissait de preuves concrètes. Amanda avait disparu sans laisser de traces, ne laissant que des questions et des détails décousus qui ne s'assemblaient pas pour former une image complète. Une semaine après la disparition, les enquêteurs ont reçu un nouvel indice qui a de nouveau bouleversé l'enquête et annulé toutes les suppositions précédentes. Dans la cour de l'école, où la police effectuait une nouvelle inspection, on a trouvé un bijou appartenant à Amanda. Mais comment était-il arrivé là si Amanda avait été enlevée sur le chemin du retour ? Qui aurait pu le déposer là ? Et surtout, dans quel but ? Les enquêteurs ont compris que l'affaire devenait de plus en plus étrange et déroutante. Quelqu'un avait manifestement intérêt à brouiller les pistes et à détourner l'attention de quelque chose d'important qui était juste sous les yeux de tous. Personne ne savait à ce moment-là que la solution de cette affaire serait incroyablement proche. Beaucoup plus proche que quiconque ne pouvait le soupçonner. Après la découverte du bijou d'Amanda dans la cour de l'école, les enquêteurs ont été contraints de repenser toute leur stratégie d'enquête. Le terrain de l'école, qui avait déjà été minutieusement fouillé par la police et les volontaires, est redevenu le centre d'attention. Pendant plusieurs jours, on a interrogé tous ceux qui avaient même le moindre rapport avec l'école. Enseignants, personnel technique, parents d'autres élèves. Tous ont été convoqués pour des interrogatoires et questionnés en détail sur les événements de ce jour-là.
Les enquêteurs ont montré un intérêt particulier pour le professeur d'éducation physique, James Bennett. Dans le dossier personnel de Bennett, il y avait plusieurs notes concernant un traitement brutal des élèves. Plusieurs parents ont confirmé avoir entendu les plaintes de leurs enfants concernant son agressivité et son tempérament colérique. Cela a immédiatement fait de lui le principal suspect aux yeux des enquêteurs. Lors du premier interrogatoire, Bennett semblait extrêmement irrité et nerveux. Il ne pouvait pas se rappeler exactement où il se trouvait au moment de la disparition d'Amanda et s'en mêlait dans ses déclarations. Les policiers ont remarqué qu'il essayait d'éviter les questions directes en orientant la conversation vers des sujets généraux et en dirigeant l'enquête dans une autre direction. La situation paraissait suspecte. Cependant, lorsque les enquêteurs ont vérifié les caméras de surveillance du supermarché le plus proche, il s'est avéré que James Bennett était réellement loin du lieu de l'incident au moment de la disparition d'Amanda. Les caméras l'avaient enregistré dans le supermarché où il faisait tranquillement ses courses. L'alibi était solide, ce qui a ramené la police à une impasse. En même temps, de nouvelles circonstances étranges sont apparues. Une camarade de classe d'Amanda, une fille nommée Jessica, a expliqué de façon surprenante qu'Amanda avait semblé très inquiète ce jour-là, peu avant sa disparition, et avait dit qu'elle avait peur de rentrer seule à la maison. Lorsqu'on lui a demandé de quoi exactement elle avait peur, Amanda n'a pas répondu, mais était visiblement nerveuse. Jessica a avoué qu'elle n'avait pas raconté cela plus tôt parce qu'elle craignait les conséquences et ne comprenait pas pleinement l'importance de ses souvenirs. Le témoignage de Jessica a conduit la police à examiner à nouveau et plus en détail l'environnement de la famille d'Amanda. Les enquêteurs ont interrogé son beau-père Robert Crane une fois de plus, cette fois de manière plus dure et plus insistante. À nouveau, il a été troublé par les contradictions dans ses propres déclarations. Il avait d'abord dit qu'il n'avait pas vu Amanda le matin de sa disparition, puis il s'est souvenu qu'il l'avait prétendument vue juste avant son départ. Ces contradictions semblaient suspectes, mais ne constituaient toujours pas une preuve. En même temps, l'attention s'est intensifiée sur le voisin de la famille Lewis, Thomas Miller. Miller avait toujours été une personne silencieuse et discrète, qui communiquait peu avec son environnement et ne participait pratiquement jamais à la vie publique du quartier. Des voisins se sont souvenus que Miller était chez lui le jour de la disparition d'Amanda et n'ont remarqué aucune action suspecte de sa part. Cependant, les enquêteurs ont décidé de lui rendre à nouveau visite et d'examiner sa maison plus en détail. Lors de leur première visite, la police n'a rien découvert de suspect. Miller a répondu calmement aux questions, mais semblait légèrement tendu. Il a affirmé avoir vu Amanda le jour de sa disparition seulement le matin, quand elle allait à l'école. Selon ses dires, il ne l'avait plus rencontrée après cela. La maison de Miller semblait normale et bien entretenue. Il n'y avait pas de signes de lutte ou d'objets inhabituels. Pendant un certain temps, Miller n'était plus au centre de l'attention de la police. Mais quelques jours après cette visite, un nouvel incident s'est produit. Dans la nuit, des voisins ont appelé la police et signalé que des bruits étranges, semblables à des coups étouffés, provenaient de la maison de Miller. La patrouille est arrivée rapidement, Miller a ouvert la porte sans délai, a laissé entrer les policiers et a permis une perquisition superficielle des pièces. Aucun signe n'a été trouvé indiquant que quelque chose de suspect se passait dans la maison. Miller a expliqué que le bruit pouvait avoir été causé par une vieille chaudière défectueuse et la police, ne trouvant pas de raison pour une enquête plus approfondie, a dû repartir. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient toujours dans la ville au sujet du facteur disparu Mark Foster. Sa disparition semblait suspecte et de nombreux habitants de la ville croyaient qu'il était responsable de l'enlèvement. Mais la police a vérifié les informations et a découvert que Foster avait simplement eu peur de la pression des enquêtes et était parti chez des parents dans un autre état car il ne supportait pas la pression. Cela a ramené les enquêtes à une nouvelle impasse. Il semblait que chaque fois que la police se rapprochait d'une solution, de nouvelles informations apparaissaient qui annulaient les versions précédentes. Quelques semaines après la disparition d'Amanda, les enquêteurs ont reconnu que l'affaire devenait plus compliquée chaque jour et que les chances de la retrouver vivante s'amenuisaient progressivement. C'est exactement à ce moment qu'un autre incident s'est produit.
obligeant tout le monde à changer à nouveau la direction des recherches. Dans la bande forestière, non loin de l'école, un autre objet personnel d'Amanda a été trouvé, ce qui a fait réfléchir à nouveau les enquêteurs sur le fait que quelqu'un essayait de brouiller l'enquête en dispersant délibérément des objets de la fille disparue dans la ville. Après la découverte du deuxième objet personnel d'Amanda dans la ceinture forestière, la police est revenue au point de départ de l'enquête. Les enquêteurs ont compris que quelqu'un jouait consciemment avec eux en laissant des preuves à différents endroits et en détournant l'attention du véritable ravisseur. Les objets n'étaient clairement pas dispersés au hasard, et les enquêteurs ont commencé à envisager la possibilité que l'auteur vivait à proximité et observait de près le déroulement de l'enquête. Entre-temps, l'attention des enquêteurs s'est portée sur une personne qui n'avait pas été mentionnée auparavant, l'ancien concierge de l'école, Peter Holt. Il s'est avéré que Holt avait été licencié pour comportement suspect et plaintes répétées des parents des élèves. De plus, dans le passé, il avait déjà fait face à des accusations pour des infractions mineures liées à un comportement compulsif envers les enfants. Holt est devenu une nouvelle figure dans l'affaire et la police a décidé de le vérifier immédiatement. Peter Holt vivait à la lisière de la banlieue dans une petite maison entourée d'un jardin dense. Lors du premier interrogatoire, il s'est comporté nerveusement, s'est empêtré dans ses déclarations et a tenté de nier des faits évidents comme les dates et les heures auxquelles il avait été vu près de l'école. Dans la maison de Holt, la police a effectué une perquisition approfondie, au cours de laquelle plusieurs jouets d'enfants ont été trouvés qui n'appartenaient ni à Holt lui-même, ni à sa famille. Ces objets ont éveillé une suspicion particulière chez les enquêteurs. Cependant, lorsque des vérifications supplémentaires ont été effectuées, il s'est avéré que les jouets appartenaient à la nièce de Holt, qui lui rendait parfois visite. Ses parents l'ont confirmé et ont présenté des photos montrant la fillette jouant avec ses jouets dans la maison de Holt quelques mois avant la disparition d'Amanda. Cette information a considérablement réduit les soupçons contre lui, bien que la police ne puisse pas encore exclure complètement son implication. Dans ce contexte, de nouvelles informations sont arrivées de façon inattendue. Un homme, un chauffeur de camion, s'est présenté à la police en affirmant avoir vu une fille ressemblant à Amanda dans un café routier de l'État voisin, environ 2 semaines après sa disparition. Selon ses dires, la fille semblait effrayée et était accompagnée d'un homme d'âge moyen dont le comportement avait éveillé les soupçons du chauffeur. Le témoin n'a pas pu décrire exactement l'apparence de cet homme, mais se souvenait bien de la voiture, une vieille berline bleu foncé avec un feu arrière cassé. Les enquêteurs ont immédiatement demandé les enregistrements des caméras de surveillance de ce café, mais lorsqu'ils ont reçu le matériel, il s'est avéré que la qualité de l'enregistrement était extrêmement mauvaise et que ni la plaque d'immatriculation ni les visages des personnes n'étaient identifiables. La police s'est retrouvée à nouveau dans une impasse, bien que la version d'un possible transfert d'Amanda au-delà des frontières de l'État devenait de plus en plus populaire auprès du public. Les parents d'Amanda étaient désespérés à ce moment-là. Malgré des appels réguliers via les médias, aucune nouvelle information significative n'arrivait. Chaque fois que l'espoir surgissait, la déception suivait rapidement. Entre-temps, les enquêteurs ont décidé de vérifier tous les propriétaires de véhicules enregistrés dans la région dont les véhicules ressemblaient à celui décrit par le témoin. Cela a conduit à ce que plusieurs personnes soient convoquées pour des interrogatoires, mais toutes les vérifications sont restées sans résultat. La version suivante est apparue de façon inattendue. L'un des volontaires activement impliqués dans la recherche a informé la police qu'il avait remarqué à plusieurs reprises un comportement étrange chez une voisine de la famille Lewis, Margaret Baker. Selon le volontaire, la femme s'intéressait avec trop d'insistance aux détails de la recherche et apparaissait constamment aux endroits où des preuves étaient trouvées. Les enquêteurs ont décidé de la vérifier également. Margaret a été convoquée pour un interrogatoire et était très nerveuse en répondant aux questions des enquêteurs. Elle a admis avoir eu un intérêt accru pour l'enquête, mais a insisté sur le fait qu'elle était simplement préoccupée par le sort de l'enfant qui vivait dans le quartier. La suspicion contre elle semblait incroyable pour la police, et bientôt il est apparu que Baker avait un alibi solide pour le jour de la disparition d'Amanda. Cependant, lors de l'interrogatoire, Margaret Baker a mentionné un détail qui a intéressé les enquêteurs.
Elle se souvenait avoir vu, le jour de la disparition, le voisin Thomas Miller apportant quelque chose dans sa cave quelques heures avant la disparition de la fillette et couvrant la porte d'entrée avec de vieux meubles lourds. Elle a noté qu'elle n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant, et maintenant cela lui semblait étrange. La police a décidé de parler à nouveau avec Miller. Cette fois, ils étaient pas assez préparés pour une inspection plus détaillée de sa maison, mais Miller les a accueillis à nouveau calmement et était très poli. Il a permis aux policiers d'inspecter superficiellement la cave sans résistance. L'entrée était effectivement bloquée par des meubles, mais à l'intérieur, rien de suspect n'a été trouvé. La cave était en désordre avec de vieilles affaires, mais la police n'a trouvé aucun signe que quelqu'un y avait été détenu. Encore et encore, la police se heurtait à des impasses. Chaque nouvelle version éloignait de plus en plus les enquêteurs de la solution réelle. La tension dans la ville augmentait et l'opinion publique se divisait en de nombreuses versions, dont aucune n'était complètement confirmée. À ce moment, l'enquête a reçu un autre signal inquiétant. Des bruits étranges étaient à nouveau entendus depuis la maison de Miller. Cette fois, d'autres voisins ont signalé avoir entendu des cris étouffés. La police s'est rendue à nouveau à la maison de Miller, sans se douter que précisément cette vérification deviendrait le tournant de l'enquête. La nouvelle visite de la police à la maison de Thomas Miller a eu lieu tard dans la nuit. Cette fois, les enquêteurs ont agi plus résolument, répondant aux déclarations persistantes des voisins selon lesquelles des cris étouffés étaient entendus depuis la maison. Miller lui-même a ouvert la porte, semblait un peu confus, mais toujours calme. Il a laissé entrer les policiers et a permis une perquisition sans résistance. Les enquêteurs ont examiné minutieusement toutes les pièces, vérifié le grenier et la cave, mais n'ont à nouveau rien trouvé de suspect. Les bruits dont se plaignaient les voisins n'étaient plus audibles. Thomas Miller a expliqué que les voisins auraient pu confondre les sons du téléviseur, qu'il avait récemment réparé, avec des cris, et les policiers ont dû repartir sans avoir rien accompli. Cependant, les enquêteurs n'ont pas complètement négligé l'affaire. Après la visite, ils ont décidé d'examiner plus attentivement le passé de Miller, bien qu'il semblait extérieurement être un citoyen irréprochable. Il s'est avéré que Miller avait déménagé dans la banlieue de Cleveland depuis un autre État il y a environ 10 ans, où sa vie privée était enveloppée d'un voile de mystère. Les enquêteurs ont dû demander des informations à des collègues de l'autre État pour clarifier sa biographie. Au même moment, la police a reçu un nouvel indice qui a détourné à nouveau l'attention de Miller. Un appel est arrivé d'une ville voisine où une résidente affirmait avoir récemment vu Amanda accompagnée d'un homme dans un café d'une station-service. La femme a bien décrit l'apparence de l'homme et a même pu fournir une partie de la plaque d'immatriculation. Cela a déclenché une nouvelle vague de vérification et de recherche dans la région. La police a rapidement trouvé une voiture avec des caractéristiques similaires. Le propriétaire était un homme nommé Danny Hartman, qui avait déjà eu des problèmes avec la loi pour des délits mineurs. L'interrogatoire de Hartman a duré plusieurs heures, mais il a catégoriquement nié toute implication et a affirmé avoir été ailleurs ce jour-là. Plus tard, son alibi a été confirmé par des enregistrements de caméras de surveillance à la station-service, où il se trouvait au moment de l'apparition présumée d'Amanda au café. Le témoin a également commencé à douter de ses déclarations et a admis qu'elle aurait pu se tromper en raison du mauvais éclairage. La police est revenue au point de départ, souffrant d'une fatigue croissante due au cercle sans fin de fausses pistes. Pendant ce temps, l'histoire de l'enlèvement d'Amanda émouvait de plus en plus les habitants de la ville. L'attention médiatique sur l'affaire augmentait. Des reportages télévisés étaient régulièrement diffusés. Des tracts avec des photos d'Amanda et des demandes d'aide pour la recherche étaient distribués. La réaction du public augmentait également. Les résidents exigeaient des résultats plus rapides de la police, critiquaient les actions des enquêteurs et les accusant de ne pas pouvoir résoudre un crime aussi important. Cette pression a obligé la police à se tourner à nouveau vers l'entourage de la famille Lewis. Les enquêteurs ont à nouveau interrogé les parents d'Amanda, le beau-père, et même des parents éloignés pour découvrir des détails qui auraient pu être négligés auparavant. Lors de ces nouveaux interrogatoires, un autre détail est apparu. La mère d'Amanda s'est souvenue qu'environ une semaine avant sa disparition, Amanda était devenue inhabituellement renfermée et évitait même le contact avec des amis proches.
La police a commencé à déterminer exactement avec qui Amanda aurait pu être en contact pendant cette période. Les appels téléphoniques, les messages sur les réseaux sociaux et le journal intime d'Amanda ont été examinés. Rien de suspect n'a été trouvé dans le journal, mais parmi les messages, un échange étrange a été découvert avec un compte inconnu qui a été pratiquement supprimé immédiatement après la disparition d'Amanda. Cette découverte était importante. Mais les traces de ce compte se sont perdues, sans possibilité d'identifier le propriétaire. Entre-temps, des informations sur le passé de Thomas Miller sont arrivées. Il s'est avéré que dans sa jeunesse, il avait témoigné dans une affaire de disparition d'un enfant dans sa ville natale. À l'époque, la police n'avait pas trouvé de preuves directes contre lui et l'affaire était restée non résolue. Ce détail a immédiatement remis Miller au centre de l'enquête. La police a obtenu l'autorisation de l'observer de plus près. Pendant plusieurs jours, les enquêteurs ont surveillé sa maison, enregistrant ses mouvements et ses contacts. Rien d'inhabituel n'a été remarqué. Miller vivait de façon isolée, ne communiquait presque avec personne et quittait rarement sa maison. Cela n'a pas donné à la police de motif formel pour une nouvelle perquisition. Cependant, à ce moment, l'un des enquêteurs a remarqué que Miller faisait régulièrement des achats inhabituellement importants de nourriture et d'articles ménagers qui dépassaient nettement les besoins d'une personne solitaire. Ce fait n'est pas devenu une preuve formelle, mais a attiré l'attention des enquêteurs. Malgré l'absence de nouvelles preuves, la conviction interne de l'un des enquêteurs chargés de l'affaire était ferme. La solution était proche, beaucoup plus proche que quiconque pouvait l'imaginer. C'est précisément à ce moment qu'un nouvel événement s'est produit, qui allait bientôt changer tout le cours de l'enquête. Le tournant dans l'enquête a été un incident étrange qui s'est produit la 5e année de la disparition d'Amanda Lewis. Un adolescent nommé Zach Harper, qui vivait auparavant près de la famille Lewis, s'est présenté au commissariat. Zach a raconté qu'il avait longtemps caché ce qu'il avait vu le jour de la disparition d'Amanda. Selon Zach, ce jour-là, il rentrait de l'école plus tard que d'habitude et est passé devant la maison de Thomas Miller. Il se souvenait clairement comment Miller se tenait près de sa voiture et parlait avec Amanda. Quand Miller a remarqué Zach, il a rapidement mis fin à la conversation et s'est précipité dans la maison. L'adolescent a affirmé qu'il avait décidé de parler seulement maintenant, car il craignait que personne ne croie ses paroles. Les enquêteurs ont pris sa déclaration très attentivement, mais étaient prudents en raison du long retard du témoignage. Néanmoins, les déclarations de l'adolescent semblaient convaincantes et la police a décidé de se concentrer à nouveau intensément sur Miller. À ce moment-là, Thomas Miller s'était déjà bien adapté au rôle de voisin silencieux et discret. Il menait une vie extrêmement retirée, évitait tout contact et ne quittait pratiquement pas sa maison. La police a tenté d'établir une surveillance discrète, mais Miller, soupçonnant probablement qu'il était observé, a restreint encore davantage ses apparitions dans la rue et ses contacts avec les gens. Pendant ce temps, les rumeurs et les spéculations dans l'opinion publique augmentaient. Les voisins exprimaient de plus en plus de soupçons à l'égard de Miller et se rappelaient chaque bizarrerie dans son comportement au cours des dernières années. Certains se souvenaient qu'il ne sortait parfois pas de chez lui pendant de longues périodes, d'autres affirmant l'avoir souvent vu tard le soir en train de creuser quelque chose dans le jardin derrière la maison. La police a décidé d'utiliser la pression publique et a obtenu l'autorisation pour une fouille détaillée du terrain adjacent à la maison de Miller. Une inspection minutieuse du jardin et de la cour a été organisée, qui a duré plusieurs jours. Des experts et des chiens de recherche ont vérifié chaque mètre carré, mais n'ont trouvé aucune trace suspecte. Ce résultat a de nouveau placé la police dans une situation difficile. La pression publique s'est intensifiée et les enquêteurs ont dû chercher d'autres versions et indices. Les enquêteurs sont retournés à l'examen des cas non résolus antérieurs dans l'espoir de découvrir des similitudes avec la disparition d'Amanda. Plusieurs cas similaires dans les États voisins ont suscité de l'intérêt, mais aucun n'était directement lié à Miller. Pendant ce temps, l'un des enquêteurs a remarqué des détails de la vie quotidienne de Miller qui n'avaient pas éveillé de soupçons auparavant. Au cours des dernières années, Miller avait presque complètement renoncé à la communication, n'invitait pas de visiteurs, n'utilisait pas de services de réparation et évitait même la livraison du courrier. Un tel comportement indiquait une tentative de restreindre au maximum l'accès des étrangers à sa maison.
Ces observations ont conduit à l'idée de vérifier les factures d'électricité et d'eau de Miller. Les enquêteurs ont constaté que les dépenses en services publics avaient considérablement augmenté ces dernières années, en particulier pour l'eau. Une telle consommation semblait totalement illogique pour une personne solitaire et pourrait indiquer la présence d'une autre personne dans la maison. Cependant, la police n'a pas pu utiliser cette découverte comme motif suffisant pour une nouvelle perquisition. Légalement, il s'agissait seulement de soupçons indirects. Néanmoins, les enquêteurs ont décidé de poursuivre l'observation et d'essayer de trouver des preuves plus concluantes. À ce moment, un autre incident étrange s'est produit. Une des voisines de Miller a appelé la police tard dans la soirée et a signalé qu'elle avait vu un homme transportant de grands sacs depuis la maison et les chargeant dans le coffre de sa voiture. La police s'est immédiatement rendue à la maison de Miller, mais au moment de leur arrivée, il était déjà parti. Le lendemain, Miller est revenu et a calmement expliqué à la police qu'il avait emmené à la décharge des vieilles affaires accumulées dans la cave. Une vérification de la décharge a effectivement révélé que Miller avait jeté de vieux vêtements et des déchets ménagers, ce qui, une fois de plus, n'a pas fourni aux enquêteurs de preuves concrètes. Frustrés par les échecs continus, les enquêteurs ont reconnu que Miller était beaucoup plus prudent qu'ils ne l'avaient supposé. Il n'avait pas de preuves directes contre lui, et la pression publique diminuait progressivement. Mais juste à ce moment, un événement complètement imprévisible s'est produit. Un petit incendie causé par un court-circuit dans la maison de Miller a conduit de façon inattendue à ce que les pompiers soient appelés chez lui. Précisément, cet incident aléatoire s'est avéré être la clé pour résoudre le mystère qui était resté une énigme pour toute la ville pendant 7 ans. L'appel d'urgence aux pompiers en raison d'un court-circuit dans la maison de Thomas Miller semblait être un incident insignifiant. Mais c'est précisément cela qui est devenu le moment décisif dans l'affaire de la disparition d'Amanda Lewis. Miller, qui jusqu'alors avait soigneusement évité toute situation inattendue, a été contraint de laisser entrer des étrangers dans sa maison pour réparer le défaut. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils n'ont trouvé aucun signe extérieur d'incendie, mais ont remarqué une forte odeur de brûlé provenant du câblage dans le salon. Miller les a accueillis calmement, bien qu'il était clairement évident qu'il était visiblement nerveux. Les pompiers ont commencé à inspecter la pièce pour trouver la source de l'odeur et éliminer le danger d'un incendie réel. C'est à ce moment précis que l'un des pompiers, qui vérifiait le câblage près du sol, a entendu d'étranges bruits sourds qui ressemblaient à des coups. Au début, il a pensé que le bruit venait du système de chauffage ou de ventilation. Cependant, les sons se sont répétés et sont devenus plus persistants et plus clairs. Le pompier a appelé son collègue et ils ont tous deux écouté. Il était évident que les bruits venaient d'en bas, de la cave, dont l'accès était bloqué par de vieux meubles et un tapis solidement fixé. Les pompiers, donnant l'alerte, ont secrètement appelé la police sans informer Miller de leurs soupçons. Lorsque la patrouille est arrivée, Miller est devenu visiblement nerveux, mais a essayé de garder son sang-froid et a poliment demandé quel était le problème. Les policiers ont expliqué qu'ils devaient vérifier la cave, car des informations sur des bruits étranges avaient été reçues. Miller a hésité et a d'abord tenté de convaincre la police que la cave était vide et fermée en raison de travaux de rénovation. Mais la persistance des policiers et des pompiers ne lui a laissé aucun choix. Les meubles ont été poussés de côté et la lourde porte qui était cachée derrière était verrouillée avec plusieurs serrures. Cela n'a fait que renforcer les soupçons. Lorsque la porte a été forcée, l'image qui s'est présentée aux policiers a été un véritable choc. Dans une petite pièce soigneusement insonorisée était assise une fille effrayée et confuse. C'était Amanda Lewis, disparue 7 ans auparavant. Elle semblait épuisée et effrayée, mais elle était vivante. Amanda a immédiatement été sortie de la cave, a reçu les premiers soins et a été emmenée à l'hôpital pour un examen médical. Miller lui-même a été immédiatement arrêté et emmené au poste de police pour interrogatoire. L'apparition d'Amanda a été une sensation pour la ville et le pays tout entier. La famille de la jeune fille, qui avait déjà abandonné tout espoir de la voir vivante, a été simultanément saisie de joie et de choc. Pour les enquêteurs, une nouvelle phase de travail commençait maintenant. Clarifier les circonstances et les détails de l'enlèvement, ainsi que la question de savoir comment Miller avait réussi à la garder captive pendant tant d'années, juste sous le
né des voisins et de la police. Dès le premier interrogatoire, Miller a avoué son acte, bien que le motif de ses actions soit resté flou. Il parlait peu, mais les enquêteurs ont réussi à déterminer que l'enlèvement n'était pas une décision spontanée. Miller l'avait soigneusement planifié, avait choisi la victime et préparé la pièce bien avant le crime lui-même. Les enquêtes ont montré à quel point Miller avait soigneusement et méticuleusement dissimulé son crime. La cave où il détenait Amanda était équipée de manière à ce qu'aucun son ne s'échappe à l'extérieur. La ventilation était cachée et invisible de l'extérieur. Miller n'amenait pratiquement jamais personne dans la maison, évitait tout contact et cachait soigneusement les traces des activités d'une deuxième personne. Les voisins et connaissances de Miller ont été choqués par la révélation du crime. Aucun d'entre eux n'avait eu le moindre soupçon que le voisin calme et discret puisse être un criminel aussi dangereux. Les gens ont réalisé à quel point ils avaient été trompés en observant la vie ordinaire, en rien remarquable, de cet homme. Les enquêteurs qui ont examiné la maison de Miller ont trouvé de nombreuses preuves qu'Amanda avait vécu toutes ces années dans un isolement total, sans possibilité de demander de l'aide ou de s'échapper. Toutes les circonstances auparavant inexplicables, les particularités et les soupçons que la police n'avait pas pu confirmer prenaient maintenant un sens tout à fait compréhensible et terrifiant. Cependant, le mystère principal demeurait: qu'est-ce qui motivait exactement Miller? Pourquoi il avait choisi spécifiquement Amanda et comment il avait réussi à la cacher pendant tant d'années aux yeux de tous? Malgré l'aveu complet de sa culpabilité, Miller refusait de faire des déclarations détaillées et justifiait ses actions uniquement par des explications vagues et incohérentes. La ville, la famille d'Amanda et le pays tout entier étaient choqués et en même temps soulagés que la jeune fille ait été retrouvée vivante. Mais après son sauvetage, il restait presque autant de questions sans réponse qu'au début de l'enquête. Ce sont précisément ces questions qui ont formé la base d'une analyse et d'une enquête plus approfondie de ce cas unique et choquant. Après le sauvetage d'Amanda Lewis et l'arrestation de Thomas Miller, la phase la plus difficile et douloureuse de l'enquête a commencé. Établir tous les détails de ce qui s'était passé au cours des 7 dernières années. L'état d'Amanda a suscité de sérieuses inquiétudes chez les médecins et les psychologues qui travaillaient quotidiennement avec elle, en essayant de l'aider à s'adapter à la vie en liberté. La police a effectué une inspection approfondie de la maison et de la cave où Amanda avait été détenue. La pièce où la jeune femme avait passé 7 longues années impressionnait par son isolement et son minimalisme. Un petit lit, une table, quelques livres et magazines, une petite lampe, tout ce qui constituait son monde. Les enquêteurs ont déterminé qu'elle n'était pas sortie depuis le moment de son enlèvement et avait été complètement isolée du contact avec le monde extérieur, à l'exception de Miller lui-même. Simultanément à l'enquête sur le crime, un examen sérieux des actions de la police locale a commencé. Le public et les médias demandaient pas des explications sur comment les forces de l'ordre avaient pu passer devant la maison de Miller pendant tant d'années, littéralement à quelques mètres du lieu de captivité d'Amanda, sans le soupçonner. Des revues de service ont commencé, et bientôt il est apparu que la police avait vérifié Miller à plusieurs reprises, mais n'avait jamais effectué une perquisition complète, car il n'avait formellement pas de motif suffisant pour le faire. Amanda se rétablissait progressivement, et ses déclarations ont commencé à clarifier l'image de ce qui s'était passé. Selon ses mots, Miller n'a jamais montré de cruauté, mais était extrêmement dominant et l'a fermement convaincu que toute résistance serait inutile. La jeune femme a raconté ses tentatives désespérées d'attirer l'attention. Elle a essayé de nombreuses fois de frapper contre les murs et le plafond, mais l'isolation acoustique du sous-sol était trop bonne pour que quelqu'un puisse entendre ses « brouts ». Les enquêtes ont montré que la seule véritable chance de libération était un court-circuit accidentel dans la maison de Miller. Sans cet incident mineur, Amanda aurait pu rester en captivité pendant de nombreuses années encore. Le procès contre Miller a commencé quelques mois après la libération d'Amanda. Au tribunal, il s'est comporté de manière réservée et a à peine réagi aux événements. Ses avocats ont tenté de le présenter comme mentalement malade. Cependant, l'expertise psychologique a confirmé la pleine capacité mentale et la conscience du criminel pour toutes ses actions. L'accusation a insisté sur l'emprisonnement à vie
et a présenté au tribunal une grande quantité de preuves et de témoignages. Néanmoins, la question centrale, le motif, est restée obscure même après de longues enquêtes et audiences judiciaires. La ville, secouée par le crime, n'a pas pu revenir à la vie normale pendant longtemps. La famille d'Amanda, malgré la joie de son retour, a été confrontée à des difficultés pour restaurer la santé mentale de leur fille et lui rendre une vie normale. Amanda elle-même se remettait lentement et essayait de comprendre et d'accepter que sa vie avait changé pour toujours. Pendant ce temps, lors de la dernière audience judiciaire, lorsque la sentence contre Miller allait être annoncée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Thomas Miller a demandé la parole. Toute la salle d'audience est restée en suspens, attendant enfin d'entendre l'explication qui était restée un mystère pour tous pendant si longtemps. La salle d'audience est devenue silencieuse lorsque Thomas Miller s'est levé, prêt à enfin raconter ce que tout le monde avait attendu si longtemps, le motif de son acte. Il semblait tendu, mais calme, et semblait choisir soigneusement ses mots. Miller a commencé à parler doucement mais clairement. Il a avoué qu'il n'agissait pas par animosité personnelle envers Amanda ou sa famille, ne poursuivait pas l'objectif de se venger ou de lui nuire. Selon ses mots, le choix d'Amanda était aléatoire. Il l'observait longtemps simplement parce qu'elle passait régulièrement devant sa maison. Avec le temps, une idée s'est formée dans sa tête. L'idée de contrôle total et de pouvoir sur la vie d'une autre personne. Il a raconté qu'il s'était senti seul pendant de nombreuses années, rejeté par la société, et a décidé de créer son propre monde qui lui était complètement soumis, sans possibilité d'interférence extérieure. Pour cela, il a aménagé le sous-sol et l'a transformé en une forteresse imprenable, cachée aux yeux étrangers. Les enquêteurs ont écouté attentivement chacun de ces mots et ont compris combien de temps et de soins il avait consacré à planifier chaque détail. Il a consciemment évité tout soupçon et a caché son vrai visage derrière le masque d'une personne calme et imperceptible. Il a réussi à faire en sorte que personne ne puisse jamais imaginer que derrière la façade d'un voisin modeste se cachait un criminel impitoyable. Un lourd silence régnait dans la salle d'audience. Miller a continué, expliquant qu'avec le temps, il a perdu la frontière entre la réalité et sa vie inventée. Amanda est devenue une partie de son monde, la seule personne avec qui il avait un contact. Miller a affirmé qu'il ne ressentait ni haine ni agression envers elle. Bien au contraire, avec le temps, il a commencé à la percevoir comme une partie importante de son existence. Ces révélations n'ont cependant suscité aucune compassion, seulement du dégoût et de la colère chez tous les présents. Le juge, qui avait écouté attentivement les confessions de Miller, a finalement prononcé la sentence « prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée ». Miller a accepté la sentence sans émotion, comme s'il s'y attendait. Les enquêtes ont été closes, mais les conséquences du crime se sont fait sentir pendant longtemps. La famille d'Amanda n'a pas pu retrouver complètement sa vie d'avant, malgré le retour de leur fille. Amanda s'est rétablie progressivement, bien que les traces du traumatisme psychologique soient restées visibles pendant de nombreuses années. Les habitants de la ville ont discuté de cette affaire pendant longtemps et ne comprenaient pas comment une personne aussi dangereuse avait pu vivre à côté d'eux pendant des années sans être remarquée. Cette affaire est devenue une dure leçon pour toute la société et les forces de l'ordre, rappelant combien le sentiment de sécurité peut être illusoire et combien la frontière entre normalité et folie est mince. Avec le temps, l'intérêt pour l'affaire a diminué. La vie est progressivement revenue à la normale. La maison de Miller est restée longtemps vide et abandonnée, rappelant à la ville les terribles événements du passé. Après quelques années, la maison a été démolie et un petit parc a été aménagé à sa place pour effacer le souvenir de ce qui s'était passé. Thomas Miller lui-même n'a plus jamais parlé de son crime, s'est replié sur lui-même et a refusé tout contact. L'histoire d'Amanda Lewis est restée un triste et terrible rappel de la proximité parfois du mal et de la facilité avec laquelle il peut passer inaperçu. La ville a lentement avancé, mais le souvenir de ce qui s'est passé a changé ses habitants pour toujours, les obligeant à être un peu plus attentifs à leur environnement et un peu plus prudents dans leur confiance.